j'étais en train de dire que ce modèle de représentation que nous faisons du Cameroun est, disons-le, quelque peu original. Parce que nous avons l'habitude, euh, souvent dans le champ politique, d'entendre les leaders politiques ou les dynamiques politiques se déterminer par rapport aux idéologies déjà installées, déjà convenues. Libérales, socialistes, sociolibérales, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous, on a pensé un modèle, alors, on a pensé un modèle original qui se justifie par la singularité du Cameroun. Alors, il y a peut-être lieu aussi d'entendre d'évacuer un débat qui a eu lieu à un moment, notamment qui a été soulevé par un de mes enseignants à l'université et que vous connaissez tous, le professeur Mathias Eriko Ounangini. Vous vous souvenez qu'en 2021, lorsque nous avons publié l'ouvrage intitulé Le fédéralisme communautaire, compromis pour la paix durable, la croissance collective, l'inclusion et le respect des identités, il était monté au créneau en disant que c'était son idée. La vérité sur cette affaire, c'est que nous, de toute façon, nous n'avons jamais dit que nous avons inventé le fédéralisme communautaire. Nous ne l'avons jamais dit et nous ne le dirons jamais. L'autre vérité aussi, c'est que lorsque le professeur Ounangini en parle dans les médias en 2015, il parle de fédéralisme communautarien. Voilà les termes exacts qu'il emploie à l'époque. Mais la vérité aussi, c'est que nous sommes les premiers à théoriser le fédéralisme communautaire. Vous n'aurez pas un écrit dessus. Oui, le prof avait effectivement écrit là-dessus sur les réseaux sociaux en parlant, comme je l'ai dit tantôt, de fédéralisme communautarien, mais vous ne trouverez pas un texte systématique sur la question avant nous. Et c'est comme cela que nous publions donc. Donc nous pouvons dire que nous sommes les premiers à nous approprier le concept et à le systématiser dans un ouvrage, à le théoriser dans un ouvrage que nous avons donc intitulé Le fédéralisme communautaire, compromis pour la paix durable, la croissance collective, l'inclusion et le respect des identités. Mais en 2023, ça c'est aussi une information qu'il faut partager, il y a eu un ouvrage collectif qui a été publié sous la coordination de Mathias Eriko Ounangini et Mbala Elanga, qui est intitulé « Le fédéralisme communautaire est-il soluble dans la République du Cameroun? Représentation, énonciation, mobilisation et projection ». Ces 16 contributions, cet ouvrage contient 16 contributions d'historiens, de politologues, de sociologues, d'anthropologues, notamment comme notre camarade et président du bureau politique du PCRN, le docteur Aristide Bitouga, qui a une contribution dans cet ouvrage qui a donc été publié en 2023 aux éditions Pygmies à Douala. Ça, c'était pour... c'est toujours des éléments de langage qu'il faut avoir parce que tôt ou tard, ou peut-être ça vous est déjà arrivé, d'entendre dire que voilà, on avait piqué une idée ici ou là, mais de toute façon, nous n'avons, je le répète, jamais prétendu l'avoir inventé. Alors, le fédéralisme communautaire, on avance maintenant, on commence à aller, et c'est Calvin qui disait tout à l'heure qu'il fallait peut-être revenir sur les prolégomènes, qu'à maintes occasions, nous sommes donnés l'occasion d'expliciter. Pourquoi nous adoptons le fédéralisme? D'abord, c'est quoi le fédéralisme? Le fédéralisme, c'est un mode d'organisation politique qui vise à concilier l'unité et la diversité, la cohésion sociale et les choix sociaux singuliers au sein d'un espace partagé. Je répète, c'est un mode d'organisation politique qui vise à concilier l'unité et la diversité, la cohésion sociale et les choix sociaux singuliers au sein d'un espace partagé. Donc, il y a une considération qui est chevillée au fédéralisme, c'est la diversité. Là où il n'y a pas de diversité, vous n'entendrez pratiquement jamais parler de fédéralisme. Mais dès qu'on a affaire à une diversité sociologique, généralement, on invoque le fédéralisme. Et si vous faites des études comparatives, vous vous rendrez compte qu'à la naissance des États, enfin, on ne va pas faire le cours sur la naissance des États,
Mais bon, il y a toute une littérature, comment un État naît. Mais à la naissance des États, vous vous rendrez bien compte que la plupart des États qui étaient confrontés à la diversité sociologique avaient opté pour le fédéralisme. Parce que c'est le fédéralisme justement qui donne les clés de conciliation de la diversité. C'est le fédéralisme qui donne les clés d'organisation de plusieurs entités diversifiées au sein d'un espace partagé, et ce de façon durable. Et c'est pour ça que nous nous disons que le Cameroun n'ayant pas emprunté cette voie à sa naissance, la création du Cameroun a été entachée à la vérité de ce que nous appelons un vice de fabrication, qui a finalement, comme tous les vices de fabrication, provoqué des pannes de roulement. Et l'une de ces grosses pannes est la crise anglophone. Mais il y a d'autres pannes. Lorsque vous entendez qu'on parle de tribalisme, c'est une des pannes. On va y revenir tout à l'heure. Lorsque vous entendez que dans des parties du Cameroun, des communautés se bagarrent, des ethnies se bagarrent, parfois à la flèche, à la hache, à la machette, ce sont des pannes de roulement. Il y a eu une volonté de faire l'Autriche, de noyer, de mettre, comme on dit, la poussière sous le tapis, bref, de faire semblant de ne pas reconnaître une réalité qui pourtant crevait les yeux. Donc, nous pensons que le Cameroun aurait dû emprunter la voie du fédéralisme. Mais il y a là également une chose qu'il faut dire. Souvent, lorsqu'on parle de fédéralisme, les gens l'entendent au sens du droit. Donc, État fédéral. Dans le groupe de mots État fédéral, c'est deux mots, l'État. Vous avez d'un côté l'État, qui est un substantif, et de l'autre, fédéral, qui est un adjectif, qui dérive donc du fédéralisme. Mais l'État, c'est un sujet de droit, pour ceux qui ont fait des études de droit. C'est un sujet de droit qui est défini, pour ceux qui font des études de droit dès la première année, comme cette entité qui se caractérise par un pouvoir, un territoire et une population, et même un quatrième élément, une souveraineté. Et c'est déjà un sujet de droit. Donc, lorsque vous parlez d'État fédéral, vous invoquez déjà un sujet de droit. Alors que lorsque vous parlez de fédéralisme, vous n'invoquez pas tout de suite un sujet de droit. Le fédéralisme, comme la plupart des mots qui se terminent en isme, renvoie d'abord à une doctrine, à une idée, à une philosophie. Et c'est pour cela que nous n'appréhendons pas le fédéralisme au sens juridique, qui est le sens institutionnel, l'organisation du pouvoir, le sens normatif, constitutionnel. Nous, on aborde le fédéralisme au sens philosophique, au sens doctrinal, comme ce courant d'idées qui donne des clés philosophiques, doctrinales, pour organiser la diversité au sein d'un espace partagé. C'est fondamental, ces nuances que je vous donne là, parce que vous vous rendrez compte qu'il y a des pays qui ne se font pas appeler État fédéral, mais qui appliquent le fédéralisme. C'est le cas, par exemple, au cœur de l'Europe, de l'Espagne. C'est le cas pour ceux qui liront le manifeste de la rupture et du progrès. Nous avons même fait une revue de littérature là-dessus dans le chapitre consacré au fédéralisme communautaire. C'est le cas, par exemple, de la Belgique. C'est le cas même d'un pays comme la Tanzanie où je suis allé. Donc, distinguons toujours et ayant toujours à l'esprit que le fédéralisme, c'est d'abord une philosophie de l'État, une idée de l'État, avant d'être un faisceau institutionnel, normatif, juridique, réglementaire de la personne de droit, du sujet de droit public qu'on appelle l'État. Donc, ça aussi, c'était important à préciser que nous donnons un sens doctrinal au fédéralisme. Maintenant, nous articulons au fédéralisme la communauté. Ah, et là, on commence à entrer dans les problèmes. Parce que, malheureusement, dans notre contexte, et je ne sais pas pourquoi, la communauté, c'est un épouvantail. Enfin, vous savez ce que c'est qu'un épouvantail? C'est une junju que l'on met souvent dans des champs de mil de maïs pour chasser les oiseaux. Enfin, encore qu'à un moment, ça ne fait vraiment plus peur aux oiseaux. Mais pourquoi la communauté est-elle un junju? Pourquoi on veut mettre une forme d'omerta sur la communauté? Tout simplement, c'est une question que moi je me suis toujours posée. Alors, c'est bizarre parce que dans notre pays, la communauté est même déjà un sujet de droit. Tiens, et c'est bizarre. Ceux qui vont lire la loi,
on l'a même révisé à l'Assemblée il n'y a pas longtemps, la loi sur les forêts au Cameroun. La loi sur les forêts parle bien de la forêt communautaire. La forêt communautaire. Donc au Cameroun, il y a ce qu'on appelle la forêt communautaire. Une forêt qui appartient à une communauté. Ah ben là, ça ne pose de problème à personne. Il y a longtemps que le professeur Anoman Paix à son âme a théorisé la santé communautaire. Ben, si vous prenez il y a une loi au Cameroun, elle date de quelle année, sur la politique de santé au Cameroun. On parle de la santé communautaire, qui a tout un sens. D'ailleurs, dans l'ouvrage, nous y revenons. Dans le manifeste de la rupture et du progrès, quand vous lirez le chapitre sur la santé, vous verrez, sur notre politique sociale, vous verrez ce que nous disons de la santé communautaire. Alors, le comble, c'est qu'en 1987, aux éditions Pierre-Marcel Favre, il y a eu un ouvrage qui a été publié dont l'auteur est Paul Biya et qui était intitulé « Pour le libéralisme communautaire ». Ah tiens, je dis en 1987, chacun peut faire le calcul. Cet ouvrage a été réédité en 2018 à la faveur de l'élection présidentielle, puisque son auteur était à nouveau candidat en 2018. Pour le libéralisme communautaire. Alors la question que je me suis toujours posée, vous vous souvenez tous de la levée de bouclier qu'il y a eu lorsque en 2021, notre ouvrage a été publié, et d'ailleurs je crois que la première estocade avait été donnée par le bâtonnier Maître Tchunga, qui disait que c'était un ouvrage nazi dont il fallait interdire la publication. Et dans la foulée, et à sa suite, on a eu des cadres du RDPC qui s'attaquaient au fédéralisme communautaire. Et la question que je posais à l'époque, c'était, ok, le libéralisme peut être communautaire tant que c'est Paul Biya qui le dit, et ça arrange les RDPCistes, mais le fédéralisme ne peut pas l'être, parce que ça ne les arrange pas. Dans ce cas, ce n'est donc pas la communauté qui pose problème aux RDPCistes dans ce cas-là. Et d'ailleurs, et même à tous les autres, qui eux n'ont jamais attaqué, en tout cas aussi, avec autant de véhémence, pour le libéralisme communautaire, ils peuvent ne pas être d'accord avec le contenu. Ça peut d'ailleurs justifier les positions et les oppositions. Mais moi, je n'ai jamais vu une levée de bouclier au Cameroun dans la scène politique contre le titre pour le libéralisme communautaire, parce que je rappelle que la polémique au sujet du fédéralisme communautaire avait commencé avant même que l'ouvrage lui-même ne fut publié. Seule la publication du titre avait donné lieu à, vous vous rappelez certainement, à toute la polémique et la controverse qu'il y a eu. Et ce que nous avons fini par comprendre en 2021, c'est qu'en fait, c'était nous le problème. C'est que les gens prenaient prétexte à l'ouvrage, prenaient prétexte de l'ouvrage ou du titre de l'ouvrage, mais en fait c'est nous, c'est l'auteur qui posait problème et les gens ne voulaient simplement pas l'assumer. Parce que si c'est le mot communautaire qu'il y a dans le titre de cet ouvrage qui leur posait problème, les mêmes acteurs qui s'en offusquaient auraient dû nous fournir les archives de leur offuscation suite à la publication de « Pour le libéralisme communautaire ». J'insiste là-dessus parce que ça donne toujours des éléments de langage tout au moins comparatifs qui vous permettent de dégager très rapidement des polémiques inutiles qu'on va vous imposer au sujet de cette affaire.